sommes le 25 mai 2024 et aujourd'hui, nous allons faire un débat, ou plutôt pas un débat, mais disons une sorte de recherche philosophique ensemble avec Greg, qui est là devant moi et qui est l'auteur d'un livre qui est très intéressant, qui m'a beaucoup intéressé, qu'il m'a envoyé de lui-même sur l'anthropologie réaliste. Je crois que vous pouvez le présenter. D'abord, vous présentez vous-même, Greg. Bonjour Monsieur Dumouche, merci pour votre invitation. Je m'appelle Greg Calto, effectivement. Je suis l'auteur de ce livre, L'homme intégral, paru aux éditions Ovadia, et j'ai presque 4 décennies d'existence. Voilà, et entre autres choses, passionné de philosophie, de théologie, et ce livre porte sur la question masculine, qui est liée à d'autres questions dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Et donc, on avait centré, pour la première fois dans cette chaîne de l'Institut Docteur Angélique, sur l'apparition actuelle d'une idéologie tout à fait étonnante, auquel je crois personne ne pouvait s'attendre il y a 15 ans. Peut-être en Amérique, on voyait bien, ça produisait ça, effectivement, mais tout de même, on avait eu diverses idéologies qui s'étaient développées au cours du 19e et 20e siècle. Parfois, elles étaient stupides, mais toutes avaient la caractéristique d'exalter quelque chose, quelle que ce soit, en général une vérité, mais de l'exalter au point que tout le reste était écrasé. Par exemple, le marxisme. On exalte une vérité, à savoir qu'il faut une justice sociale, et on l'exalte au point de tuer tous ceux qui possèdent quelque chose un peu plus que les autres, mais de les tuer physiquement, c'est aller jusque-là. L'idée prenait. Et là est sortie une idéologie absolument stupéfiante, à savoir la théorie du genre, qui fait que, si je peux raconter une anecdote pour commencer, mais vraiment, je l'ai vécu, j'étais stupéfait. J'avais arrêté d'enseigner un certain temps et j'ai repris quelques heures d'enseignement en philosophie dans un Athénée royal en Belgique. Donc j'avais 2 heures à donner, je me dis, je vais leur faire un truc qui les intéresse. Est-ce que la passion suffit à fonder un amour? Et je me croyais intelligent en disant, amour, on va pas parler duquel, hein, homosexuel, hétérosexuel, mais l'amour. Et puis quand même, eux, ils sont là, ils sont réalistes, très prudents, ils me demandent, est-ce que la passion, c'est-à-dire le sentiment amoureux, fonctionne différemment chez les filles et chez les garçons? Et moi, tout à fait intelligemment, que je crois, je réponds, ben, pour les filles, c'est plutôt comme ça, mais c'est pas à 100%, hein. C'est selon le schéma taoïste, yin et yang. Pour les garçons, c'est plutôt comme si. Et je vois que surpris à la fin du cours, ils se lèvent, ils m'applaudissent. Ah, je me dis, formidable, j'ai dû dire quelque chose qui leur a plu. Le lendemain, je suis convoqué par la direction, je suis viré. Je n'avais pas été neutre, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Je parle d'un Athénée royal, c'est-à-dire une école publique, hein. Et la directrice qui était là, après on discute, elle me dit, mais vous savez, hein, en fait, il vous arrive la même chose qu'à l'affaire Paty, sauf que vous risquez pas votre vie. Une élève qui n'avait pas suivi votre cours, qui est lesbienne, vous a dénoncé à son père qui est libre penseur et qui est dans le pouvoir organisateur de l'école, et voilà, il a obtenu votre renvoi. Et elle me soutenait comme ça, mais elle pouvait rien faire, elle arrivait en fin de carrière, etc. Je lui ai dit, c'est étonnant, mais ça veut dire que, donc finalement, en 42, ces personnes-là auraient dit que les Juifs ne sont pas des humains. En 70, que les riches ne sont pas des humains. Voilà, c'est-à-dire que on est face à l'idéologie typique, c'est surprenant, et donc on voudrait aborder ça, et donc est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la théorie du genre? Alors, il me semble, Monsieur Dumouche, que vous êtes plus expert que moi sur cette question, mais on va travailler ensemble là-dessus, et vous allez peut-être devoir compléter mes propos. Le genre, il commence d'abord par une question psychiatrique, c'est dans les années 50, ça se passe aux États-Unis. On a 2 messieurs qui sont des psychiatres, Monsieur Robert Stoller et Monsieur John Monnet, qui sont pas catholiques d'ailleurs, l'un est juif, l'autre est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un évangélique. Et ces psychiatres, ils vont s'atteler, c'est une prise de position qui est la leur, à distinguer le sexe biologique et le genre, ce qu'ils vont appeler le sexe social. Ça commence avec une question donc de médecine et de psychiatrie qui se base sur un cas auquel ils sont confrontés, qui est le cas d'un hermaphrodisme. Vous voyez, où il y a une dissonance une inadéquation entre le génétique d'une part et le génétique hormonal et l'organique d'autre part. Et cette distinction-là, qui est d'abord très confidentielle, dans ces milieux médicaux, va être diffusée beaucoup plus largement dans les années 70 et va s'étendre, ou plutôt va être repris au domaine des sciences sociales.
Et à partir de là, va commencer à se faire jour dans cette démarche une critique politique et aussi une critique des rôles sociaux de l'homme et de la femme. Sur fond d'un mouvement qu'on a bien connu aussi, nous, chez nous, qui est le mouvement féministe. Et on passe alors d'une distinction entre le sexe et le genre, non pas compris comme entre quelque chose de normal et pathologique, comme c'était le cas avant avec ce cas d'hermaphrodisme-là, mais entre la norme et des minorités réputées aliénées. Oui, l'aliénation, c'est un concept marxiste d'ailleurs. On est dans ce bain-là. Ce sont les années 70. La minorité, c'est pas numérique. La minorité, c'est vous êtes minoritaire par rapport à une catégorie humaine. Enfin, une minorité, c'est une catégorie humaine aliénée. Voilà. Le fond de tout ça, on l'a dit, c'est le marxisme. Et la clé de voûte, ça serait la domination structurelle des hommes sur les femmes. C'est-à-dire, en fait, qu'on attribue un état de nature. Bref, il va y avoir tout un enjeu aussi pour s'atteler à détruire cette nature, puisqu'elle est supposée être le ferment en tout cas le substrat d'une domination, et on va ainsi décorréler la nature comme donnée biologique de la construction sociale, qui est une couche supplémentaire qui va être rajoutée par-dessus. Voilà. Et on aboutit petit à petit à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas d'hommes et de femmes littéralement, mais que tout ça est très plastique et qu'il n'y a pas de nature-culture, mais des enjeux de liberté qui sont eux-mêmes en but au patriarcat, etc. etc. Voilà. Et la sociologie critique va là-dedans jouer un rôle qui va être de connaître pour dénoncer et pour ensuite transformer tout ça. Ça, c'est tout le contexte des années 70. Par la suite, cette distinction sexe-genre, ça va prendre une tournure supplémentaire et littéralement devenir une arme pour permettre de nouvelles possibilités chez les femmes. En tout cas, c'est présenté comme ça. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'à ce moment-là, cette critique du patriarcat qui est faite, elle continue de faire sienne la distinction homme-femme. On n'est pas encore au genre tel qu'on va le connaître par la suite. Tout ça s'inscrit aussi dans une époque où le constructivisme est une manière de penser qui est assez répandue. Le constructivisme, il nous dit, grosso modo, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Ça vient de Nietzsche. Et en fait, il n'y a pas de données premières, mais que tout résulte d'une construction. Et cette idée, on va la retrouver plus tard chez Judith Butler, dont le nom est assez fameux, mais qui n'est qu'un jalon sur cette édification, ou en tout cas développement de la pensée du genre. Pour qui, chez Butler, le sexe biologique qui est un donné, elle s'interroge sur le fait est-ce que ça pourrait ne pas être un construit. Vous voyez, c'est-à-dire le sexe biologique devient potentiellement l'objet d'une construction. Vous voyez comment on glisse petit à petit. Oui. Et pour Butler, c'est notamment construit, ou ça serait construit notamment par le langage et par le discours. C'est le discours qu'on a, enfin c'est façonné par le discours. Le réel est façonné par le discours. Et assez logiquement, Butler va attaquer les sciences de la nature en les accusant d'être réalistes. Ce qu'on appelle dans le jargon hétérosexiste, quoi. C'est en fait, les sciences de la nature refusent de se plier à des injonctions. Frère, on a parlé, il est professeur de biologie, il est attaqué quand il dit XY, oui, voilà, c'est-à-dire, ça va jusque-là, absolument. Tout à fait. Et bon, vous voyez, de fil en aiguille, le genre prend sa forme et prend des formes aussi différentes au fil du temps. On arrive ensuite à une étape où on dit que le sexe est littéralement construit. On part d'une conception du genre où on associe le genre à un processus de construction sociale, disons à une matrice mentale, culturelle, sociale, qui engendre le sexe. Et si vous voulez, pour Butler, c'est là que se joue une interprétation culturelle d'un fait qui a priori est neutre. Le sexe, il n'est pas façonné, il est neutre, mais l'interprétation culturelle fait qu'il devient ce qu'il devient. Et ensuite, on passe à un genre d'un autre niveau, qui, lui, est le produit de la différenciation des sexes. Donc, il faut nier cette différenciation des sexes. Vous voyez ? Là, on passe d'un truc qui est encore binaire à un genre qui est ce fameux genre non binaire, puisque alors, on postule qu'il n'y a plus de différence binaire entre les organes génitaux hommes et femmes, mais qu'il y a un continuum entre les deux. Et donc, il n'y a plus c'est ce qu'on appelle la non-binarité. Vous voyez ? Comme le genre est quelque chose à la fois d'univoque dans son signifiant, mais dans ce que ça signifie, ça évolue aussi avec le temps. Et la théorie agressive un peu du gender qu'on voit aujourd'hui, notamment avec la mode de la non-binarité, etc., est finalement quelque chose d'assez tardif dans la mise à jour du genre. Voilà. Et la logique poussée jusqu'au bout, mais oui. On voit bien une logique dans la tête, c'est-à-dire une logique
qui à un moment donné se sépare du réel au point que, après je vous laisserai continuer, hein, au point que je me rappelle la première fois que ça a surpris en France, c'est quand un jour un gros barbu passe à la télévision, et lui, l'intervenant lui dit « Mais monsieur, qu'y a-t-il » etc. « Qu'est-ce qui vous dit que je suis un monsieur ?» Et au début, je me rappelle que les gens, tout le monde, se sont esclaffés devant leur télévision. Maintenant, à peine 10 ans plus tard, on s'esclave plus du tout. On est en danger, si on disait l'inverse. Danger d'une condamnation pour mégenrage, etc., etc. Ça veut dire que ça s'est fait à toute allure. Mais le mécanisme que vous décrivez est très intéressant, hein. On voit un mécanisme un peu comme le crabe qu'on met dans de l'eau froide au début, et puis finalement on tire les conséquences. Quand brutalement ça arrive à la conscience des gens, là on voit bien que l'eau est chaude, mais entre-temps l'eau a tiédi lentement sur des dizaines d'années. Oui, c'est tout à fait le cas. Et d'ailleurs, je crois que ce monsieur en question dont vous parlez, vous voyez, c'est ce fameux passage télé qui est devenu assez mythique depuis, est doté d'un poste assez conséquent, vous voyez, dans quelque chose de para-étatique ou d'étatique. C'est-à-dire que, on va revenir dessus, on va en reparler plus tard, mais le gender, il est intrinsèquement lié à la question politique et à la question de la résistance des hommes, à la souveraineté sur eux-mêmes, à la souveraineté tout court, à la souveraineté politique d'un pays, et à la continuation de l'existence d'une société véritable. Ça, on va reparler d'Aristote, on va reparler de tout ça. Et donc, en fait, si vous acceptez le gender, vous acceptez aussi la carrière sponsorisée. Et si vous refusez le gender, votre carrière vole en éclats. C'est exactement ce que vous disiez en préambule. Ça, on va en reparler parce que ce sont des questions très essentielles. Et la question anthropologique, elle ne se limite pas à l'anthropologie. Elle est intrinsèque, elle a des conséquences évidemment familiales, elle a des conséquences sociétales, en termes de société véritable, hein, et elle a des conséquences nationales aussi, en termes de souveraineté politique. Voilà. Mais on va reparler de tout ça, mais vous avez tout à fait raison. Vous voyez, en fait, dans ces questions-là, tout est lié, quoi. Et le fait de ce monsieur est loin d'être anecdotique, il éclaire au contraire d'autres types d'enjeux. Et pour revenir au genre, on arrive donc à ce genre-là vraiment qui va au-delà de la distinction homme-femme, vraiment de la vraie fluidité, de la non-binarité, donc du continuum réputé entre l'homme et la femme, sans distinction, etc. Et là, on arrive vraiment à un retournement de l'intelligence telle qu'on la connaît depuis les Grecs, enfin surtout typiquement normalement en Europe, puisqu'on est quand même le lieu de la pensée et du logos. On arrive au point où le genre n'est plus considéré comme une substance, mais c'est un faire, c'est-à-dire que c'est le faire qui façonne le sujet. Et donc c'est en pratiquant que je me définis comme garçon ou comme fille. Vous voyez, typiquement. Et c'est l'acte qui fait l'acteur. Ce qui est dingue, parce que ce qui précède l'acte, c'est évidemment la substance, c'est évidemment l'acteur. C'est-à-dire, il faut que j'existe pour pouvoir agir. Là maintenant, on vous dit, c'est parce que vous agissez que vous devenez ce que vous êtes. Comme s'il n'y avait rien qui précédait. Évidemment, c'est contraire au bon sens, à l'expérience la plus élémentaire. C'est contraire à la pensée des catégories, voyez, héritées de la Grèce antique, d'Aristote, etc., reprises par toute la grande philosophie réaliste européenne, on va en reparler, de Thomas d'Aquin, etc. Mais voilà, on arrive à un continuum de retournement. Et on se façonne donc conformément à l'idée personnelle, à son idée personnelle, à l'idée qu'on se fait de soi, ou qu'on a de soi, et non pas de ce qu'on est, ou de ce qu'on devrait être, ou d'ailleurs de ce qu'on peut avoir plus ou moins de facilité ou de difficulté à être. Parce que l'époque peut être très difficile pour des hommes parce qu'elle leur permet difficilement d'exister en tant qu'hommes, ça c'est un fait. Mais enfin, je veux dire, vous restez quand même tout de même, dès le départ, ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un rien indéterminé qui sera façonné par l'agir que vous aurez sur vous-même. Et la substance, donc la substance humaine, elle n'est pas cause, mais elle est effet de l'acte, ce qui est un retournement complètement dingue. Voilà. Il n'y a pas de statut ontologique du corps sexué, ça c'est la conséquence inévitable. Et donc, pour devenir, par le jeu, on incorpore son rôle et on se structure on structure l'indétermination originelle par des jeux et des postures. Vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais le forgeron ne préexiste pas à la forge, quoi, si vous voulez. C'est ça le grand paradoxe du genre. Voilà. Et entre grosso modo Nietzsche et Butler, vous avez Foucault qui est entre les deux. Alors Foucault, c'est assez abscon, j'ai pas la prétention d'avoir bien compris tout ce qu'il nous raconte, mais en tout cas, lui fait le lien entre sexualité et pouvoir, et donc pour lutter contre le pouvoir, il appelle à faire turbuler la sexualité pour créer des espaces de jeu, et c'est cette pensée-là, un peu de turbulence, de happening, etc., qui va donner naissance à tout le mouvement queer, qu'on a connu également. Voilà, en quelques mots succincts, hein, sans être spécialiste, la question du genre. Oui, tout à fait. Alors, par contre, ce qu'on pourrait se demander, c'est
comment se fait-il que toutes ces idéologies-là, dont là on arrive à un aboutissement en se disant ça ne va pas durer trop longtemps, je crois, hein, franchement, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est au bord d'un basculement vers un retour au réalisme, tellement c'est loin, mais comment ça se fait que c'est né dans un contexte judéo-chrétien, vraiment, au point que d'ailleurs en théologie on dit toujours hein, l'antéchrist est sorti de chez nous et pas d'ailleurs, c'est-à-dire que l'islam n'aurait pas pu produire ça, je crois. Hein. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Le grand enjeu ou basculement de la pensée, c'est celui qui prend ses racines, moi je dirais autour du XVe siècle, c'est un peu avant la réforme protestante, c'est tout le jeu de la question de la liberté humaine, et donc du jeu du rapport entre intelligence et volonté. L'équilibre entre intelligence et volonté dans l'acte libre. L'acte libre, c'est pas la liberté négative comme on la conçoit aujourd'hui, qui est une espèce de disposition indistincte du libre arbitre de choisir tout et son contraire sans aucune espèce de considération de finalité ou d'adéquation entre ce que je fais, ce que je choisis et ce que je suis ou ce que je dois devenir. La liberté, c'est la capacité, l'acte volontaire de l'homme de choisir le bien. C'est ça une liberté. Et là-dedans, vous avez deux choses qui jouent, l'intelligence et la volonté. Et quand la volonté commence à prendre le pas, un tant soit peu sur l'intelligence, c'est en fait la compréhension qu'on a du réel d'une part et l'exercice de mon action au service de la conformation à ce réel que je connais et donc à l'ordre des choses qui est, quand la volonté commence à prendre un pas sur l'intelligence, petit à petit, évidemment, vous arrivez au point où vous ne voulez plus prendre le réel et vous conformer à lui, mais vous voulez penser a priori ce qu'est le réel et conformer les choses, confère ce que vous avez dit sur l'épopée communiste. C'est en fait le monde et la société sont cela, ça ne marche pas, bilan 100 millions de morts. Oui, oui. Vous voyez, et la question de savoir pourquoi, enfin, évidemment que, enfin, ça, ce sont des maladies de la pensée chrétienne, de la personne humaine et de l'anthropologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est chrétien. Ça ne veut pas dire que c'est catholique non plus. Non. Parce qu'il est de bon ton aujourd'hui d'accuser les catholiques ou l'Église catholique de bon nombre de méfaits contemporains. Là, en l'occurrence, on l'a dit, la question de la caractérisation de ce cas d'hermaphrodisme dans les années 50 et d'en faire une question militante et d'en tirer des conclusions qui n'auraient pas dû être tirées sur le plan strictement médical et scientifique, c'est fait par deux personnes qui sont respectivement juifs et protestants. Voilà. Donc on peut pas que c'est Butler, si vous voulez, c'est pas un pilier de sacristie non plus, quoi. Vous voyez ? Non, tout à fait. Mais à tout le moins, il y a effectivement des racines d'une anthropologie qui est fondamentalement bonne et qui va petit à petit dévier. Et quand elle dévie aussi dans la conception du politique, parce que c'est lié, l'histoire des idées, l'histoire du droit, la conception de la société, la manière dont on vit, l'évolution des systèmes politiques, etc. Et peut-être qu'on touche là, et on voit avec le genre la queue de comète de la dégradation de l'anthropologie chrétienne de manière terminale, quoi. Comme disait Chesterton, vous vous rappelez, hein, oui. Le monde est rempli de valeurs chrétiennes devenues folles. Et moi, j'analyse la chose très simplement parce que c'est toujours simple, finalement, la psychologie humaine. On a une maturation qui est donnée par le christianisme, hein, le judéo-christianisme. Ça veut dire, on voit bien l'homme qui est dans un devenir vers une finalité. Donc avec le réalisme, hein, toute l'Église chrétienne a développé le fait de faire, quand on est formé en théologie, de la philosophie réaliste avec comme auteur, c'est vrai, Aristote à un moment donné, mais pourquoi pas tout ce qui était réalisme. Quand on regarde le cheminement que vous avez donné, on voit bien qu'il y a des parts de vérité. Ça veut dire qu'un enfant se construit, donc je dirais en réalisme, il reçoit un sexe biologique, sauf quelques exceptions, comme le syndrome de Klinefelter, là, XYX, mais il reçoit un sexe biologique et les parents réalistes vont l'élever avec des stéréotypes pour qu'il soit en harmonie avec son sexe biologique. Ils le veulent, ces stéréotypes de genre, comme on appelle. C'est pas du tout à nuire. On veut qu'une fille aime le fait qu'elle est une fille. On veut son bonheur, tout simplement. Ça, c'est ce que font les parents. Et à un moment donné, à partir de ces vérités, on voit bien, disparaît, à un moment donné, la foi catholique. Elle s'étiole. Il y a quelque chose comme cela. Du coup, si on réfléchit bien, il n'y a plus de projet de Dieu, puisqu'à un moment donné, Dieu n'existe pas. Il reste uniquement le fait qu'on est conscient qu'on est sur la terre un certain temps et que tout va se terminer dans le néant. Du coup, la seule morale qui peut marcher, c'est quoi? Eh bien, c'est la liberté d'arriver à trouver son bonheur le temps que, pendant une étincelle, quelques minutes hein, sur la terre, on vive, et puis après, eh bien, d'aller vers la mort, puisque le néant, de toute façon, nous attend. Et voyez, à partir de là, toutes les idéologies pourraient être analysées comme ça. On cherche à chaque fois
la façon d'être le plus heureux sur Terre. Le marxisme, c'est bien ça. Le bonheur viendra sur Terre par ce moyen du partage équitable des richesses. Le partage équitable des richesses est un fait, c'est vrai que c'est important, mais ça devient tellement fou qu'on tire le fil jusqu'à un moment donné, on voit bien ça au Cambodge, jusqu'à éliminer tous ceux qui n'accepteront pas ça, puisqu'il faut repenser la nature humaine en vue du bonheur, hein, voyez. Donc la liberté, la tolérance, le bonheur de l'homme sont les finalités, et ça aboutit à un génocide. Et bien là, c'est à peu près pareil finalement. Une nouvelle conception du bonheur qui est fondée sur quoi? La liberté simplement. Donc liberté, pourquoi pas de choisir mon sexe, après tout, puisque c'est l'individu qui doit chercher. Et donc, à partir de là, on tire le fil, et ce qu'on voit, ce qui est étonnant, c'est les autorités politiques incapables de résister à cela. Le réalisme disparaît, donc on suit la moindre idée, quelle qu'elle soit, aussi folle soit-elle. N'importe qui, je vous dis, il y a 15 ans, dirait, mais c'est un asile de fous, cette affaire-là. Les choses se règlent facilement. Il y a la nature, on a un corps, il y a la culture, elle influence. Donc c'est vrai que quelquefois, quand la nature n'est pas suivie, il peut y avoir quelqu'un qui se trouve mal dans son sexe. Ça peut venir de l'éducation, mais ça peut venir parfois peut-être d'autres choses, des hormones. Bref, on cherche de manière réaliste, mais on n'en fait pas un plérôme de liberté, au point que dans les classes maintenant, à 8 ans, on enseigne aux enfants qu'ils ont la liberté de choisir leur sexe. À 8 ans, j'exagère pas, c'est donc EVRAS, c'est-à-dire la directive de la Commission européenne qu'on a fait vraiment la chose. En Belgique, hein, comme vous le savez, il y a eu des manifestations pendant un certain temps, quelques écoles ont brûlé. Et puis, qu'est-ce que font les parents? Ben, ils se soumettent pour la plupart, et pour les autres, ils enlèvent leurs enfants de l'école. Donc, c'est étonnant. C'est vraiment, je dirais, moi, je collerais ça vraiment. À un moment donné, on se sépare de Dieu. Du coup, à un moment donné, l'homme est humaniste. Puis, à un moment donné, l'humanisme lui-même disparaît au profit d'une sorte de nihilisme désespéré où il faut jouir à la façon n'importe laquelle. Et puis, à un moment donné, arrive le néant. Alors, il y a l'euthanasie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très juste et c'est une bonne synthèse. Vous avez tout à fait raison. On dit en morale, donc la morale, je rappelle, c'est la science, enfin c'est la division de la philosophie qui étudie l'agir humain. C'est pas un truc pour faire honte aux gens. Et donc on dit en morale que ce qui est premier dans l'intention est dernier dans l'exécution. Ça veut dire que la destination que vous visez, c'est la plus lointaine, c'est ce que vous atteindrez en dernier, mais c'est ce que vous allez considérer en premier pour pouvoir vous diriger. Et c'est que quand vous partez en randonnée, vous visez le refuge. C'est le refuge que vous allez toucher en dernier qui commande chaque pas que vous allez poser finalement et les points de topo que vous allez faire pour atteindre le refuge. C'est votre destination. La destination de la vie humaine, c'est ce que vous disiez. En fait, elle est fondée. Alors, de deux choses l'une. Soit on essaie de l'extirper de la réflexion purement philosophique horizontale. Alors là, il y a des centaines d'écoles là-dedans pour nous expliquer ce qu'est l'homme, etc. Mais moi, je remarque que ce sont toujours des conceptions a priori, soit dans les prédicats, soit il y a des problèmes de saut logique, enfin plutôt de saut illogique au cours des pensées. Donc ça fonctionne pas vraiment très bien. Hein. La conception anthropologique de Rousseau, ben, elle est bancale. Celle de Spinoza, c'est pas terrible non plus. La conception du politique de Hobbes et Locke, bon, on s'en est accommodé, on est en plein dedans, mais c'est pas vrai non plus. C'est pas fondé sur des choses tout à fait réelles, etc., etc. Et sinon, il y a un autre endroit où on peut aller chercher le sens de la vie humaine, c'est évidemment la révélation, le domaine de la révélation. Cette révélation, elle est donnée par l'hébraïsme d'une part, complétée par la révélation chrétienne d'autre part. Ça, là, je renvoie encore une fois à Claude Tresmontant, éminent philosophe réaliste, et surtout hébraïsant, gréciste et latiniste, pour tout le travail qu'il a fait d'exégèse et de réexplication de ce qu'était la doctrine et le catholique et le processus du devenir de l'homme par la révélation chrétienne, d'abord hébraïque, puis complété par le christianisme. Et évidemment, la finalité de la vie humaine, c'est quoi? C'est ce que l'Église appelle la béatitude. La béatitude, c'est voir Dieu après la mort. C'est l'union de l'âme créée à Dieu incréé après la mort. Et le complément de ça, c'est que la vie humaine, c'est pas un long purgatoire horrible, involué dans la matière, absolument terrible, etc., ou c'est pas un truc où on patiente, une salle d'attente où il n'y a pas grand chose à faire. C'est déjà un lieu où on vit de cette vie-là de manière préambulatoire, si je puis dire, enfin voilà,
de manière encore incomplète, mais de manière réelle tout de même. Et dans la vie humaine, eh bien, on poursuit un ensemble de biens qui sont intermédiaires en vue de ce bien final-là. Et le fait d'être ce qu'on est, un homme, une femme, ça permet de connaître une chose qu'on appelle l'amour. Cet amour, il donne naissance à des enfants, à une vie de famille. Ces familles, ensemble, forment des sociétés intermédiaires qui elles-mêmes vont donner des sociétés à l'intérieur d'un certain terroir avec certaines frontières culturelles, frontières physiques, etc., qu'on appelle des pays. Et puis ces pays, ils vont devoir vivre entre eux, etc., etc. Et ça s'appelle le monde. Et la vie humaine telle qu'elle est intégralement compréhensible et récapitulable dans le Christ. Donc si on perd la finalité de la vie humaine, à la fois de l'individu, en passant par le pays jusqu'à tout l'univers, pour faire simple, évidemment, on perd, enfin, on détricote tous les sous-jacents qui vont avec. C'est-à-dire, pourquoi... Il n'y a plus de nature humaine si ce n'est la liberté de la faire évoluer à sa façon, puisqu'il n'y a pas de projet de Dieu, si on perd Dieu. C'est ça, on se retrouve dans une liberté dite négative, c'est-à-dire en fait d'un libre arbitre sans aucune norme précédente ou devant, c'est-à-dire enfin, sans aucun critère de sélection. Et donc tout devient permis. Et si vous faites ça, évidemment, vous confinez, et là on le voit très bien avec le gender, c'est-à-dire qu'en fait on s'attaque aux faits de culture, et puis en fait très vite on s'attaque à la nature qui est sous-jacente, et maintenant on criminalise le simple rappel que la nature est la nature. Alors vous avez donné le cas de la Belgique, il faut faire un rappel, c'est qu'en France c'est exactement la même chose. Vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie ou de n'importe quoi dans un collège ou lycée privé de l'enseignement catholique sous contrat, vous avez l'obligation par votre chef d'établissement de vous conformer aux directives, notamment pour ce qui a trait au genre. Et donc, si vous avez un élève je sais pas moi, de 14 ans qui s'appelle Raoul et qui vous demande de l'appeler Zoé Beta parce qu'il s'identifie à je ne sais pas trop quoi, vous voyez, une libellule croisée avec une cafetière, vous avez l'obligation de le faire. Et si vous refusez de le faire, vous allez sauter. Tout à fait. Vous allez sauter. Et ça, c'est... Ce qui m'a d'ailleurs amusé très fort un peu de ce que vous dites, c'est que j'ai trouvé sur Internet l'une des meilleures critiques de ça en disant « Moi, je suis un prolo né dans une impression d'être un milliardaire. Oui. Et donc, mon ressenti, c'est que je suis un milliardaire. Donc, il faut que l'État puisse, comment dirais-je, pallier à cela par la loi. Donc, me faire sortir de ma prolétarisation assignée à ma naissance pour que je devienne un milliardaire. Vous voyez, on peut arriver à n'importe quoi, mais c'est très amusant. Finalement, c'est par l'humour qu'on arrive quelquefois à déconstruire ces trucs-là. Oui, alors, ça c'est très juste, effectivement. Après, on tombe, et c'est le gros problème de la justice, à la fois des États européens et des cours de justice supranationales, qui sont des cours de justice européennes aujourd'hui. Je vais revenir sur la question politique, hein, qui était dans votre question, parce qu'elle est très importante. Mais avant ça, les cours de justice sont aujourd'hui confrontés à des guerres de droits entre personnes qui ont des droits contradictoires. Et pourquoi les droits des individus sont contradictoires aujourd'hui? C'est parce que la manière dont on bâtit la société, le droit et la justice est fondée sur une anthropologie qui est fausse. Alors ça, on va pas rentrer dedans parce que c'est toute l'histoire du droit, de la philosophie et de l'anthropologie de l'époque moderne, sur 500 ans, qui amène à des choses complètement, qui engorgent les cours de justice européenne, où vous devez départager des gens nés sous X qui ont le droit légalement de connaître leur géniteur, et des gens qui ont fait des dons anonymes et qui ont le droit de garder leur anonymat. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec des couples? La liberté individuelle est première à chaque fois, donc du coup, il n'y a pas de... Voilà. Et donc on n'en sort pas. Fin de la parenthèse sur la question de l'éducation. Quand c'est en France, c'est la direction de l'enseignement catholique aussi. Hein. Donc en fait, les évêques sont dans la, enfin, je peux dire, sont dans la combine, vous voyez. Mais l'état de non-résistance du milieu catholique français à ces questions-là, je dis pas que la question de l'éducation n'est pas une question très importante pour nombre de catholiques, mais disons que ça rentre aussi dans une démarche qui est celle du ralliement. Et là, le ralliement, il a commencé avec Léon XIII. Et de ralliement en ralliement, on arrive aujourd'hui. C'est très compliqué de repostuler de manière virulente et frontale une anthropologie fondamentale, une finalité de l'existence, qui est l'anthropologie de l'homme et de la femme, la finalité de l'existence, qui est ce que l'Église, normalement, conserve et promeut, parce que c'est sa fonction, hein, vraiment, et permet, d'ailleurs, par les sacrements, par son enseignement, etc., son magistère, sa tradition. C'est très compliqué de le réaffirmer aujourd'hui quand le système dans lequel vous êtes s'est bâti sur la condamnation de ça, ou en tout cas sur un combat contre ça. Oui. Moi, je ne vois pas tellement seulement le ralliement, je vois aussi la nature humaine manipulée facilement. Par exemple, une conférence épiscopale où un individu évêque ne peut plus parler par lui-même, alors que à chaque fois, les voix qui se sont opposées aux idéologies ont toujours été un évêque individuel. Les autres, sachant la vérité, mais n'osant pas parler. Par exemple, cardinal Saliège,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier à protester publiquement, il était handicapé, c'est l'archevêque de Lyon. Hein. Donc personne n'a osé l'attaquer, que les Juifs sont des personnes humaines. Les autres ont suivi. Avant, ils se taisaient. Oui. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Ce n'est pas tellement un ralliement, c'est plutôt un système, d'abord par les conférences épiscopales, une lâcheté qui est la chose la plus partagée par l'homme. Ça veut dire qu'un homme ou même un évêque capable de parler au nom du réalisme et de dire la chose en toute vérité, eh bien, il y a sa carrière, je ne sais pas, que va-t-on penser de lui? Quelque chose comme cela. C'est vrai. Vous avez raison, ça disons qu'il y a c'est pas une gageure de dire que l'Église catholique latine d'Europe de l'Ouest est en crise actuellement. Bon, c'est un fait, c'est pas très grave en soi parce que c'est pas la première fois dans l'histoire et on s'en est toujours sorti, donc il y aura une fin à tout ça. Mais disons que ça fragilise aussi un lieu qui devrait être ou qui pourrait être et dont la fonction est d'être. Non pas seulement le rappel d'une anthropologie classique, philosophique, basique, mais aussi d'une anthropologie divinisée. Vous voyez, ça c'est la fonction de l'Église. Et comme l'Église est assez mise à mal en ce moment, et parce qu'on l'aime bien, on regrette ça, évidemment, forcément, elle n'a plus son rôle de porte-voix et de rappel incessant de la vérité à temps et à contre-temps, quoi. Voilà. Mais vous avez dit plutôt quelque chose qui est très important concernant le développement de ces idéologies. Un des lieux d'incubation aujourd'hui et de diffusion de la théorie du gender en Europe, ce sont les institutions européennes. Oui. Et l'anthropologie de l'Union européenne, c'est la gender fluidity. Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que l'Union européenne, les instances européennes sont en Europe, mais également en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de mal à passer parce que, si vous voulez, là-bas, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, un homme c'est un homme et une femme c'est une femme. Et ça, si vous voulez, les Africains subsahariens ne se sont pas cognés 500 ans de philosophie grecque par évolution lente pour arriver à finir par accepter des choses qui sont inacceptables. Mais le deal que leur met l'Union européenne entre les mains, c'est faites une gay pride chez vous ou créez des ministères du genre et on vous envoie 40, 60, 120, 400, 500 millions, quoi, vous voyez, pour votre développement. Et je dis ça parce que... Ça ne marche pas, ils n'acceptent pas. D'où ce que vous constatez. La guerre en Ukraine, qui est une guerre initiée par la Russie, on devrait dire là factuellement il y a eu une attaque, eh bien ça tire la majorité du monde et l'Europe est isolée. Et on n'analyse pas assez le fait que ça vient de cela. Ça veut dire que si la France a été chassée d'Afrique, c'est parce qu'elle est considérée véritablement comme répandant maintenant des folies dans le monde. Cette chose-là, ces théories du genre, ces trucs-là, sont en train de scandaliser les gens, les braves gens, les simples gens d'Afrique et de tout le sud global, comme on l'appelle. Tout à fait. Et également d'Europe ou de chez nous, enfin, vous voyez, en France, en Belgique, c'est-à-dire des parents qui veulent juste que leurs enfants apprennent à lire, écrire, compter, ils n'ont pas envie que leur prof soit un drag queen et que de se taper des nocturnes où on leur apprend des choses abominables sur ce qu'ils sont censés être. Vous voyez. Mais d'ailleurs, j'ai vu l'autre jour, il y avait une espèce de vidéo internet où on voyait comment dirais-je, un philosophe comme vous, hein, qui se faisait tacler par une maman d'un fils transgenre. Tous les commentaires, c'était une chaîne de gauche, hein, du style, je ne sais pas quoi, enfin Le Monde ou un truc comme ça, tous les commentaires disaient « Elle est folle cette mère ». Ça veut dire que le peuple ne suit pas, vraiment, en majorité. On voit que c'est un petit milieu intellectuel, médiatique, politique, certainement universitaire en partie, mais dans des hautes sphères où le réel n'existe pas. Le réel, c'est comme si c'était, c'est comme l'art figuratif, quoi. C'est pour les ploucs. Oui, tout à fait. L'extrême droite, d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, mais très moderne. Non, mais si vous voulez, hétérosexiste d'extrême droite, c'est un qualificatif laudatif aujourd'hui. Il faut le prendre comme tel. Hein. Oui, ça veut dire que le réalisme est d'extrême droite. Ça veut dire justement, ça veut dire que vous refusez la fluidité. Ça veut dire que vous réaffirmez par votre être même le primat de la substance dans le réel sur la fluidité obligatoire et sponsorisée. Parce que toutes ces idéologies dont vous dites à juste titre qu'elles sont minoritaires et qu'elles émanent de cénacles qui sont extrêmement réduits n'auraient pas l'écho qu'elles ont si elles n'étaient pas rediffusées par des organisations qui ont énormément de puissance en termes de capacité de diffusion et de moyens techniques et financiers. Vous voyez, en fait, le gender serait resté une espèce une marotte parmi tant d'autres du plan de marge, de milieux marginaux à connotation sexuelle et d'universitaires un peu explorateurs. Ça aurait pu rester ça. C'est ressaisi aujourd'hui par des lobbies extrêmement puissants et par des organisations particulièrement supranationales. Moi, je pense à l'Union européenne parce que, je vous dis,
c'est quand même le lieu où le chantage se fait, c'est gender contre développement, quoi. Oui, Et quand et l'ONU, etc., et l'OMS, tout ça avec des oui, techniques qui ont été tout à fait bien pensées, qu'on a vu d'ailleurs un peu avec le Covid, à tout à fait. savoir, on assène qu'il y a Ouais, des millions de morts, même ouais, s'il y a des milliers de morts, les gens croiront qu'il y a des millions de morts, parce que le réel est moins pensé que le ressenti, c'est vrai, c'est une vérité, un peu comme quand on dit que les guerres religieuses ont fait 100 fois plus de morts que les guerres politiques. En fait, factuellement, c'est c'est faux, l'inverse, bien sûr. mais dans le ressenti, c'est comme ça. Oui, on vous parle des croisades sans vous dire que les Templiers, à l'âge d'or, c'est 1000 chevaliers. Oui, voilà, Ah, mais enfin, ouais, tout à fait. 1000. Je veux dire, c'est même pas une escouade de l'EI ou un bataillon d'Azov. Vous voyez, Voilà, ou je veux même, dire, je vous dis, il suffit de regarder le nombre de morts des guerres politiques, il suffit de prendre la guerre froide, la guerre 39-45, la guerre 14, les guerres napoléoniennes, etc., de regarder les guerres religieuses. On en a des guerres religieuses. Il y a la guerre des Juifs contre les Romains, c'est vrai, 1 million de morts. À l'Antiquité, c'est beaucoup. Il y a les guerres du XVIe siècle, protestants, catholiques, etc. C'est factuel. Mais le chiffre factuel, c'est que les guerres politiques font 100 fois plus de morts que les guerres religieuses. Mais le ressenti est l'inverse. Et donc, à partir de là, on peut arriver vraiment à manipuler. Ce sont des techniques de manipulation. On le voit bien. Je vous garantis, j'en suis persuadé que la prochaine idéologie, ça sera l'idéologie de l'antispécisme. oui, vous À avez raison. savoir qu'un chien est un être humain comme un autre. Ça Voilà. viendra, hein. Pour le moment, on peut Oui, en oui. rire, mais Non, non, mais vous avez raison. Enfin, c'est tout à fait logique. C'est basé exactement sur les mêmes substrats ou prédicats. Et vous avez aussi l'inceste. oui, l'inceste. Pas la légitimation, parce que c'est impossible de légitimer, mais la légalisation à petits pas de l'inceste. Et de la On peut polygamie. avoir par Puisque les cours de justice, vous voyez, par s'il n'y a exemple. que la liberté, on ne voit Oui, pas pourquoi on interdirait la polygamie, etc. La bien sûr que oui. polyandrie sera peut-être arrêtée par l'islam. Curieusement, hein, ça veut dire que finalement, ces Ouais, ouais. folies-là, on a l'impression quand on voit que les hommes politiques savent bien que l'islam ne s'intègre pas, mais qu'ils le font entrer à foule forcée, etc., chaque année en Europe, on a l'impression presque d'un mécanisme où, un peu comme quand Dieu aveugle le pharaon en Égypte, vous voyez, dans le livre de l'Exode, Dieu Mm. aveugla le pharaon afin de se glorifier aux yeux de Pharaon. Peut-être parce que, justement, nous, chrétiens, nous sommes plus capables de résister à ces idéologies-là. Il faut peut-être un réalisme carré, mais comme disait saint Paul, hein, un réalisme qui est en même temps une servitude. L'islam est une servitude en comparaison de la liberté du christianisme. Et quand la liberté devient folle, il peut arriver qu'on soit soumis à la servitude. Ouais. On a l'impression, c'est bizarre. Oui. Oui, alors moi je ne suis pas de cet avis. Moi je pense, on va en parler par la suite, mais je pense justement que l'anthropologie catholique, fondée aussi en philosophie, hein, puisque il n'y a jamais de foi en l'air. La théologie se fonde sur la philosophie, enfin la complète plutôt, comme la grâce complète la nature. Je crois que cette anthropologie-là, elle est la meilleure. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tant sur le plan de l'individu, vous voyez, de la bonne connaissance et du renforcement de l'individu, pour il accomplisse ce qu'il a à faire dans le monde, que l'adéquation de cette doctrine, qui est une pratique, avec ses semblables, que ce soit dans l'amour avec une femme, dans la vie de famille, ou bien dans les rapports qu'on entretient avec toutes les communautés intermédiaires, jusque aux relations entre les nations. On a des encycliques par exemple, c'est la fonction du Christ roi de l'univers, d'unir d'unir les différences en respectant les unicités. Vous voyez, en fait, je pense qu'il n'y a aucune doctrine qui peut dépasser la capacité d'intégration avec le minimum de frottement, comme le catholicisme. Voilà. Et en fait, Moi, je j'en suis pense que persuadé aussi, vous savez, le grand Greg, j'en trésor de suis persuadé l'humanité, c'est aussi. voilà. Mais non, Mais après, aujourd'hui, la corruption de ce qu'il y a de meilleur, c'est la pire. C'est ça que je voulais dire. Ça bien veut sûr, dire oui. qu'en réalité, lorsqu'on abuse de cette liberté donnée aux enfants de Dieu, on est fait pour ça, on est fait pour avoir des repères. Mais quand on abuse de cette liberté au point qu'elle sombre, comme on l'a indiqué en analysant la théorie du genre, alors quelquefois, la servitude est mieux que l'humanisme athée. Vous voyez ce que Oui, je veux tout à fait. dire? Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Mais il faut bien aussi comprendre que la massification de l'islam, qui par exemple en France est un phénomène, alors ça commence dans les années 80-90 avec le retour du halal, vous voyez, un des grands tabous. Oui, Bon,
c'est pas l'objet de parler de l'islam aujourd'hui, mais vous voyez, il y a avant les années 80, il n'y a pas de boucherie halal, par exemple. Bon, donc Oui. les gens qui nous font des leçons aujourd'hui sur l'ultra-rigorisme musulman peuvent se demander ce que les générations précédentes ont consommé comme viande, ce genre de choses. Mais disons que ça évolue un peu avec le temps, mais il faut aussi comprendre que le développement massif de l'islam, il répond à une problématique identitaire de ces personnes-là, qui est une problématique de déficit de structuration identitaire, à la fois Oui. culturelle, identitaire personnelle, etc. Et que la doctrine islamique, elle est assez simple d'accès. Il n'y a pas 3 ans de catéchuménat. Oui. Vous voyez, il y a 2 témoins et une promesse. Bon, ça va quand même Oui. assez vite, ça prend 5 minutes. Voilà. Oui. Et le fait d'appartenance et le primat, dans l'islam, vous avez le primat de la communauté sur l'individu. Dans le catholicisme, c'est l'inverse. Alors on peut reprocher au catholicisme de dire que vous avez trop mis l'accent sur l'inverse. C'est en fait l'ecclésia, l'assemblée, la communauté et le ferment que constitue cette assemblée, qui se distingue du politique, mais qui est là pour fermenter le politique, qui est là pour faire lever la patte de la vie humaine, les arts, la culture, même bien faire la guerre, vous voyez, la connaissance, le lien qu'on a avec tout ce que la création comporte, voilà, enfin, le soin à la personne humaine, donc la médecine, etc. Ce ferment-là de l'Assemblée, on l'a un peu perdu parce qu'on a mis beaucoup trop l'accent sur des doctrines de la personne, et au final, on arrive à des choses comme des espèces de déviations comme ça, comme par exemple la théorie du genre, tout ça. Donc on a éparpillé C'est un peu la toujours communauté. ça. Une Oui, vérité exaltée, poussée trop loin, c'est le propre de l'homme, hein. Alors qu'en réalité, elles sont toujours équilibrées, les vérités. Par oui, exemple, dans l'islam en tant que tel, on pourrait aussi voir qu'il y a un respect pour la personne humaine, mais avec, comme vous l'avez dit, une insistance d'abord sur la communauté, au point oui, que c'est un musulman quitte l'islam, alors qu'il peut y rentrer sans être forcé, oui, bien en sûr. théorie. Eh bien là, il risque sa vie, ou en tout cas l'excommunication de sa propre famille, etc. La déviation du christianisme, quand elle arrive, elle aboutit à une exaltation de la liberté folle. La déviation de l'islam, lorsqu'elle arrive, elle arrive à Daesh, c'est-à-dire une Oui, au exaltation des totalitarisme. droits de Dieu, des devoirs envers Dieu, jusqu'à tuer ceux qui ne sont pas dans la même pensée que moi, etc. Ouais. Et ça, vous voyez, par exemple, ce qui est joint de manière inséparable en islam est distinct depuis des siècles dans la doctrine catholique. Donc là-dessus, il ne faut pas nous faire la leçon sur la distinction entre le spirituel et le temporel, qui sont non pas séparés, mais unis parce que distincts. Vous Oui, tout voyez? à fait. Alors qu'en islam, c'est confondu. Donc en fait, c'est pas charia ou république, c'est charia tout court. Vous voyez? Et quand Oui, je dis ça, c'est pas une attaque gratuite, c'est qu'en fait, c'est un fait empirique. Et ça s'est toujours passé comme ça se passera toujours comme ça. toujours Donc il comme ne faut pas ça. espérer de l'islam que renaisse, si vous voulez, il n'y a pas à attendre, là je vais être un peu polémique, mais il n'y a pas à attendre, en tout cas je parle pour une partie importante des nouveaux adeptes de l'islam, notamment en Europe de l'Ouest. La quête identitaire et en fait les failles et le déficit identitaire, culturel et de structuration personnelle qui est sous-jacent au réembrassement de l'islam comme d'abord manière de restructurer une identité déficiente, elle n'apportera pas la réponse à une anthropologie juste et à une juste conception du politique et de la distance, enfin, en tout cas de la distinction qu'il doit y avoir entre le spirituel et le temporel, ce qui est de Dieu et ce qui est des hommes, ce qui est du politique et ce qui est du religieux, ce qui est de l'individu et ce qui est du groupe, et des groupes intermédiaires. Voilà. Non, Il elle n'y a pas n'apporte pas de... de réponse, mais voyez, elle supprime la question. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une servitude par la charia, c'est-à-dire que vous n'avez plus à discuter, il n'y a pas de liberté de réunion, etc. Dans l'islam, il y a une communauté, il n'y a plus de questions non plus. Voilà pourquoi l'islam tient très fort par la communauté, comme vous l'avez dit, et puis Dieu fait ce qu'il veut, on se soumet à Dieu, il sait ce qu'il veut, etc. Oui, Vous voyez, oui, donc oui. Saint Paul le disait, attention de ne pas abuser de votre liberté, de peur que Dieu ne vous livre à la servitude. En réalité, on a véritablement un basculement d'un extrême qui est finalement l'extrême de mai 68, avec les conséquences qu'on a données, donc allant jusqu'à la négation de l'homme et de la femme. Et maintenant, en Europe, hein, bien plus que dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, ils regardent, quand il y a des jeunes Européens qui arrivent, ils disent « Mais c'est les islamistes, ils sont chez vous ». Mais pourquoi ils sont chez nous? Parce qu'ils réagissent violemment à l'extrémisme woke, je crois.
On a deux Ouais, extrémismes qui se battent. c'est une lecture qu'on peut en faire. Ils réagissent aussi peut-être aussi. Moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des hommes, parce qu'en fait, je pense que les hommes masculins, je parle, sont fondamentalement les acteurs des constructions des sociétés. Voilà, ça c'est un peu l'intuition sous-jacente à ce que je fais. Et donc, en fait, moi, je pense aux jeunes hommes musulmans, par exemple. Moi, je pense que 40 années d'antiracisme, en France notamment, qui leur a interdit d'aimer la France et de s'acculturer, ça a posé quelques problèmes de structuration identitaire. Parce qu'en fait, quand vous ne parlez ni français ni arabe, parce qu'en fait, vous ne faites que charabiller les deux, quand vous n'avez culture ni de l'un ni de l'autre, qu'en fait, vous êtes un sous-américain d'importation de culture étrangère dans un troisième pays qui n'est pas le vôtre, et que vous n'appartenez à rien de tout ça, parce que vous ne serez ni à jamais un Américain, ni un Maghrébin véritable, et vous n'êtes pas un Français, en fait, vous n'êtes pas bien, quoi. Parce que le Français, si vous voulez, de l'ascendance picarde, bretonne, berrichonne, pyrénéenne ou basque, quand bien même il se prend une génération de boomerisme, donc en fait d'oubli des racines et de la transmission, il se prend une génération supplémentaire d'américanisation. Au fond, il reste toujours par ce qu'il est, et son histoire familiale, sa génétique aussi, parce que ça se transmet, il reste toujours ce qu'il est, donc il peut plus facilement y revenir, vous voyez. Il est paumé aussi, il est déboussolé, mais spontanément, il va aller vers l'église. Bon, le problème, c'est que l'église, c'est un endroit qui est un peu en friche en ce moment. Mais qu'importe, vous voyez, il a quand même une intuition qui le relie. Pour ce qui est de l'anthropologie contemporaine musulmane, moi, on peut le voir aussi avec l'impossible acculturation de l'islam en France. Il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, à juste titre, elles devaient l'être, il fallait les soutenir, elles ont été soutenues, c'est ce qu'il fallait faire, mais l'acculturation attendue de l'islam, c'est-à-dire la séparation de l'islamité et de l'arabité, par exemple, a fait complètement échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam est forcément arabe, jusque dans ses instances dirigeantes en France, vous voyez. Et je parle pas en plus, alors il y a évidemment le fait d'être racisme, il y a aussi la lâcheté pour ce qui est de la France, par exemple, du Quai d'Orsay, et de la lâcheté et comment dire, le fait que des chancelleries du sud de la Méditerranée poussent leurs pions de différentes manières, quand c'est pas des chancelleries plus éloignées vers l'Est, au Moyen-Orient, dans le Golfe arabique, qui poussent leurs pions en France et qu'on laisse faire, vous voyez, et ça permet ça de garder la main aussi, soit par le biais de l'islamité, de l'arabité, ou d'autres choses encore, sur des populations à qui on empêche finalement de se structurer, d'avoir une identité. Et quand je dis ça, c'est pas un discours victimaire, parce qu'il est de bon ton de dire que, vous voyez, si on a la situation qu'on a en France aujourd'hui, notamment avec les populations musulmanes, c'est pas de leur faute, c'est la faute de l'antiracisme, c'est la faute de Bernard-Henri Lévy, c'est la faute de tout le monde, etc. Évidemment que ces gens-là ont une responsabilité historique en tant que cause première ou cause intermédiaire, vous voyez. Mais au fond du fond, on a toujours la possibilité, et ça je le rappelle toujours, et ça c'est une bonne conception d'anthropologie que de le rappeler, on a toujours la possibilité de se prendre en main pour devenir quelqu'un. Et c'est ce que j'ai essayé de dire aussi dans ce livre, vous voyez, dans l'homme intégral, c'est-à-dire qu'on a hérité des Grecs, le système des vertus, la grâce vient compléter la nature, et qu'en fait, faire acte de volonté, enfin, comment dire, le bain de l'époque peut être ce qu'il est, et aujourd'hui il est ce qu'il est, vous l'avez suffisamment dit, ça c'est vraiment un bain très coercitif, si on veut être quelqu'un de normal, tout simplement, et qu'on veut élever ses enfants normalement, mais il est toujours possible d'au moins résister et de ne pas perdre du terrain dans un système comme ça, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, chacun est responsable de ce qu'il est devenu, individuellement et collectivement. Voilà. Ça, Oui, mais vous voyez, c'est une résistance. Quand on connaît la nature humaine qui n'a jamais changé, c'est une résistance d'individus forts comme vous. La masse du peuple suivra là où est le nombre, là où est l'idée dominante, pour n'importe quoi. Maintenant, je ne me fais plus d'illusions. Par exemple, vous et moi, on est lucides, mais la masse suivra. Et je vous ai dit, puisqu'elle est capable de suivre follement, sans résister passivement, la théorie du genre qui est enseignée à leurs enfants, tout en protestant dans leur tête, hein, mais ça ne se voit pas dans le fait, eh bien, le jour où l'islam, étant donné que c'est jeune, c'est vivant, que c'est en opposition et en haine, avec toutes des histoires de revanche sur le colonialisme, etc. Mais bref, le jour où l'islam s'imposera, vous verrez, les gens, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se soumettront. Ils n'ont pas la force intérieure en Europe. Hein. Je parlais en France. Comme ça s'est passé toujours, hein, à savoir que l'islam est puissant à un moment donné, et donc l'homme qui ne connaît pas ce passé de l'islam se condamne à le revivre, ce qui est très amusant d'ailleurs, puisque c'était la phrase qui était marquée dans le monument de la Résistance à Lyon. Et on voit une génération qui ne s'est souvenue que de la Seconde Guerre mondiale et qui n'a pas regardé ce qu'était l'islam dans l'histoire. Donc pour moi, j'en suis presque à dire,
c'est presque l'Europe. L'Europe est la fin de l'Europe chrétienne, pratiquement, on peut le dire. Hein. C'est un laboratoire de la nature humaine, de l'aveuglement des élites. C'est absolument étonnant de voir ça. Hein. Tout peut être prévu et rien n'est fait pour l'empêcher. Il suffit de tirer le fil de ce qui est en train de se passer actuellement. Ouais. Après, vous pouvez vous dire aussi qu'il y a des logiques qui poussent à la roue pour continuer dans cette direction, parce que vous parlez de l'islam, et on a raison de parler de l'islam, parce que c'est un fait aujourd'hui, et c'est devenu, à partir du milieu des années 2000, un fait de sécurité intérieure. Bon, évidemment qu'il y avait eu Khaled Kelkal, on avait eu le GIA, on a vu 2-3 trucs, bon, dans les années 80, 90, 2000, etc. Mais depuis, particulièrement Bataclan, mais je veux dire, la Belgique n'a pas été en reste non plus, depuis 10-15 ans, c'est devenu aussi un fait de sécurité intérieure. Mais avant qu'il y ait l'islam, il y a la question de l'immigration. Parce que la réislamisation massive, qui est un fait identitaire, peut-être aussi palliatif, qui se fait là depuis 2 décennies, disons, en tout cas massivement, elle a pour prérequis une immigration maghrébine massive. Et cette immigration maghrébine massive, maghrébine, ou subsaharienne aujourd'hui, vous voyez, immigration d'une manière générale, la logique de l'immigration, c'est la gender fluidity des identités nationales. C'est en fait, c'est de dire que la nature ou les cultures n'existent pas. Vous voyez qu'un Berrichon, en fait, c'est interchangeable avec un Ghanéen parce qu'en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous voyez? Alors, c'est le colonialisme, non, mais la gender fluidity des nationalités ou des transplantations de personnes, c'est oui. Et ça ne vient pas des gens parce que tout le monde est enraciné, tout le monde est de quelque part. Vous voyez? D'où que vous soyez. Ça vient d'un projet. Et c'est un projet dont on peut donner la même analyse, à savoir des élites qui sont là, qui pensent le meilleur monde possible, se disent il faut un monde unifié avec un gouvernement mondial qui puisse, comme ça, éviter les guerres. Et c'est vrai, ça se comprend quelque part. Ouais. Mais il y avait un os dans le fromage, c'était l'islam. Il n'y aurait eu que des Chinois, des Vietnamiens, à la rigueur, ça serait passé. Mais il y avait l'islam. L'islam a une capacité de résistance à ça. Il y a aussi le christianisme, quand il est fort, il a une capacité spirituelle de résistance pour le coup, qui n'est pas une capacité violente, alors que l'islam tue. Quand on marche sur ses souliers. Voilà. Moi, je crois comment dire, peut-être qu'il faut peut-être pas surestimer la puissance qu'on accorde à l'islam militant et même agressif ou violent aujourd'hui, parce que il est très largement berné. Ça, c'est bercé plutôt. Ça, c'est mon point de vue de nihilisme. Moi, je pense que c'est foncièrement un nihilisme de bourre et de sauvetage pour beaucoup de gens, et c'est peut-être en fait la dernière tentative avant la dissolution finale. C'est possible, puisque regardez ce qui se passe en Iran. On voit bien, en réalité, il y a une nature humaine. On voit bien qu'on a besoin de repères fermes et on a besoin de liberté. En Iran, où on n'a mis que des repères fermes avec les ayatollahs, la jeunesse qui est arrivée, elle en est dans l'overdose. Elle va faire son mai 68. Donc sans doute que la génération suivante, en tout cas dans les pays sunnites, aura le même effet peut-être dans 15-20 ans. C'est possible, hein. Ça passe tellement vite, ces choses-là. Oui. Donc, quand on va dans un extrême, on passe dans l'autre. Ça, c'est clair. Tout à fait. Tout à fait. Ça assure, encore que moi, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la jeunesse iranienne, vous voyez, Alors, évidemment, on peut comprendre que le régime des ayatollahs soit pour certains un peu trop raide, mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes aussi en Iran qui sont de l'ordre de l'inflation, par exemple, ou des problèmes économiques. Il y a tout un ensemble aussi qui pousse à l'exaspération, bien compréhensible, mais il n'y a pas de... Il faut que les Iraniens comprennent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux en prenant les voies de garage que l'Occident a expérimenté avant eux. Vous voyez, c'est pas avec de l'occidentalisme qu'ils vont s'en sortir. C'est un mécanisme d'ordre psychologique fondamentaux. Ça veut dire qu'on voit bien dans les familles des enfants qui sont élevés dans une terrible rigueur, un peu comme dans la Mélodie du bonheur, vous voyez, où le père élève ses enfants au sifflet. En général, en sont traumatisés et élèveront leurs enfants dans une liberté totale qui provoque un effet analogue. Regardez la chanteuse Diams, c'est typique, elle est vraiment l'image de notre époque, à savoir, elle est élevée dans la liberté chrétienne, elle s'appelle au début, elle a un nom Anne-Marie ou quelque chose comme ça, et elle tombe dans l'islam le plus rigoriste, y compris jusqu'à émigrer en Arabie Saoudite, parce qu'elle avait besoin de repères, parce qu'elle était désespérée dans une liberté insensée. Donc, la nature humaine, une fois qu'on la connaît, à savoir qu'elle a besoin, je l'ai dit, d'ordre et de liberté. Pas d'ordre seulement, pas de liberté seulement. Oui. Elle a besoin aussi d'une finalité. Elle a besoin de liberté. Elle a besoin de liberté dans cet ordre ou conformément à cet ordre. Et là, puisqu'on est en train de parler de mondialisme, et en tout cas d'un projet vous avez raison, qui est un projet qui entend substituer à des disparités de projets qui existaient, par exemple l'Europe chrétienne,
un Orient musulman, etc., ou d'autres choses, un projet mondial, en tout cas pour un projet mondial qui s'appelle humaniste athée, humaniste oui, matérialiste, n'est-ce pas? c'est ça, Dont le on voit gender les effets. dans le gender et l'anthropologie, dont l'absence de frontières et la géographie, etc., etc. Et Et ça étant nous donné que la pousse, nature humaine a besoin aussi d'un sens ultime à sa vie, c'est oui, quelque chose qui peut donner, comment dire, une espèce de bonheur matériel suivi d'une famine spirituelle énorme. oui, Donc là encore, les deux en même temps, bien sûr. une négation de la nature humaine, encore l'idéologie, ça veut dire euh, incapacité à connaître l'homme, mais l'idée qu'on se fait de l'homme, l'idée passe avant, quitte à après, ben voilà, on apprend quand on voit les effets que ça donne. Pourtant, il suffirait de regarder l'Europe occidentale et les psychologues, les jeunes qui sont mal dans leur peau, les filles qui savent plus ce qu'elles en sont à l'adolescence, Ouais. etc. Oui. Et peut-être que là, vous avez des gens qui sont, en tout cas, pour. C'est pour ça que la question politique, elle est très importante et que la question finalement de l'homme et de la femme, de la masculinité, c'est une question de souveraineté aussi sur soi-même. C'est-à-dire, vous êtes ce que vous êtes parce que vous êtes souverain sur vous-même. Et vous êtes souverain sur vous-même, non pas comme finalité, mais pour faire quelque chose dans le monde, c'est-à-dire un bien, une mission, etc. Et au moins pour votre épouse qui elle-même doit atteindre une certaine souveraineté sur elle-même, etc. Et ainsi de suite. Ça veut dire que la souveraineté, elle est importante et que jusque à la souveraineté des pays, pour devenir collectivement quelque chose, pour que l'âme qui nous fait ensemble comme société, ce que Aristote appelait politeia, c'est-à-dire l'âme qui fait qu'on continue de subsister en tant que société humaine, pour que ce soit préservé, eh bien, il faut que vous ayez une organisation générale qui est gérée par le politique, qui préserve et la développe. En fait, c'est comme la santé du corps humain, sauf que là, c'est un corps global. Et on a effectivement des gens à la tête de différents pays européens, et plus encore, moi je parle souvent des instances européennes, parce que par le biais des souverainetés, c'est là que se joue la souveraineté des États, hein, finalement. Hein, c'est pas dans les États, en tout cas pour une très large partie. Et là où on a un petit problème en tant que catholique, en tout cas une inquiétude, historiquement qui sera passagère, c'est que le Rome, qui est le lieu de conservation de la doctrine du magistère le plus authentique et le plus catholique qui soit, ratifie parfois ces interventions aux prises de position récentes, alors qu'ils n'ont pas la valeur de la tradition, donc il ne faut pas s'inquiéter non plus. Hein. C'est pas vrai, chaque fois qu'un pape ou un cardinal ou un évêque parle, c'est pas pour ça qu'il faut s'y conformer. Il y a des niveaux, évidemment, dans l'Église, hein, de puissance et d'obéissance à la parole, mais il est comment dire, un peu inquiétant de voir Rome assentir à certaines prises de position qui sont typiquement mondialistes, vous voyez, sur les migrations massives, par exemple, Oui. sur l'idéologie du gender. Alors jamais directement, jamais comme ça, mais vous voyez, il y a des choses qui sont un peu laissées en suspens sur le LGBTisme militant d'une manière générale, qui rejoint le gender, sur les souverainetés nationales qui seraient fautives de guerre, alors qu'en fait, toutes les guerres sont des guerres d'empire ou des guerres d'entités à vocation supranationale aujourd'hui, ou extraterritoriale. Vous voyez. Et donc là, on est quand même un peu embêté parce que Rome, qui devrait être le rappel, enfin le phare solide dans la tempête et le rappel à la fois de la sagesse humaine et de la sagesse de Dieu qui vient compléter la sagesse humaine, c'est sa fonction historique. C'est pour ça que nous choisissons d'être catholiques d'ailleurs. On a l'impression que son agenda rejoint parfois un certain agenda mondialiste sur certains Mais points, et regardez, c'est un c'est peu plus subtil inquiétant. que ça. Regardez les documents qui viennent de sortir sur tout ça, donc avec une dénonciation de la théorie du genre, de l'avortement de manière incroyablement forte par donc le dicastère de la doctrine de la foi. Ça veut dire que finalement, le pape François est assez facile à comprendre. La doctrine, il ne la change pas, mais il ajoute à cela qu'il faut respecter les personnes. Par exemple, il dit aux Oui, Africains, l'homosexualité est un péché, mais ce n'est pas un crime. Donc vous allez trop loin en exécutant des homosexuels. Il n'a pas tort. Le problème de la foi catholique, encore une fois, c'est que le rocher est promis uniquement sur la doctrine universelle. Ça veut dire, par exemple, eh bien, je ne sais pas, l'homosexualité est un péché. Voilà une doctrine abstraite. oui, Par contre, il n'y a pas de protection sur la pastorale, c'est-à-dire la façon de s'occuper des homosexuels, concrètement, dans le temps et dans le lieu. Parfois l'Église est sévère, parfois elle ne l'est pas. Mais il n'y a pas là-dessus de protection. Donc, il faut bien d'abord nous-mêmes être formés en théologie pour savoir exactement où se situe le rocher du magistère. tout à fait. Il est Tout à fait. protégé par le Seigneur, donc il Oui, ne mais bougera pas.
En tout cas, non, non, moi c'est ce que je dis souvent, la tradition, elle est et elle reste ce qu'elle est. Et ça, c'est la grande forme du catholicisme d'ailleurs, parce que vous voyez, plutôt on parlait de l'islam. Il n'y a pas d'islam, puisque vous avez des branches différentes, des écoles différentes, des interprétations qui sont différentes et des oppositions entre tout ça. Donc en fait, l'excuse facile du c'est pas l'islam quand vous parlez de quelque chose, évidemment que c'est toujours vrai, parce que vous avez toujours quelque chose qui est différent, qui se revendique du même terme. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui en est, ce qui en est pas. Avec le catholicisme, c'est très différent, parce que vous avez un centre de régulation, comme disait Claude Trespontant, qui est situé à Rome, et qui depuis 2000 ans tamise les choses pour dire ça c'est dedans, ça c'est pas dedans. Voilà. Et donc vous avez toujours la possibilité d'y retourner. C'est très simple, vous avez le credo, vous avez le catéchisme, vous avez la grande tradition de l'Église, et ça bouge pas. Par contre, des déclarations qui peuvent être perçues comme contradictoires ou qui sont contradictoires, même si elles n'ont pas de valeur d'obligation, ça crée du trouble chez les gens, et ça crée un certain désarroi aussi, parfois, chez les fidèles. Et là, vous avez raison aussi de dire que le caractère universel ne va pas forcément de pair avec... ne va pas avec une obligation factuelle précise, vous voyez, dans certains cas. Oui. Ça serait plutôt fait, ça oblige les chrétiens à être intelligents. Oui. Comme je vous ai dit, la loi, par exemple, Jésus prend l'exemple tout le temps, hein, le sabbat, on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Il ne faut pas être idiot. Si ton enfant est tombé dans le puits le jour du sabbat, tu ne vas pas attendre le dimanche. Oui. Voilà. Et les policiers, les gendarmes travaillent le dimanche, les services de secours aussi, vous voyez, enfin, tout le monde travaille le dimanche. Enfin, il y a des choses. Les chrétiens traditionnels, eh bien, une imagination qu'il n'y aurait que ça, que la doctrine universelle qui réglerait tout, c'est pratique un peu comme dans l'islam, que vous avez dit, il suffit de réciter la shahada. Justement, parce que et vous ne pouvez pas l'avoir dans l'islam, enfin vous l'avez dans l'islam, vous ne pouvez pas l'avoir dans le catholicisme. Vous savez pourquoi? Parce que le catholicisme, il est toujours de quelque part. Vous êtes toujours catholique de quelque part. Donc en fait, catholicisme et fait culturel sont profondément unis. C'est pas la même chose, mais en fait c'est toujours la même chose. Enfin c'est toujours à la fois pareil, c'est universel, mais c'est toujours caractéristique. Et ça, par exemple, le missel ou les fêtes même diocésaines en sont une illustration. C'est-à-dire vous avez des saints que vous fêtez pour un même jour, vous allez avoir le même saint fêté dans le monde entier, et qui va être l'objet de toutes les, enfin voilà, dans toutes les messes qui vont être célébrées ce jour-là. Mais en Bretagne, vous allez avoir peut-être un saint avec une mémoire facultative que vous allez pouvoir célébrer. Et la manière dont vous allez vivre, par exemple, en chantant, par exemple, un chant au Pays Basque, ou faire le canon de la messe en langue basque, qui est une langue liturgique, ça va être différent de vivre le même jour du calendrier liturgique au Burkina Faso, par exemple. C'est-à-dire que le catholicisme et le culturel sont toujours imbriqués l'un avec l'autre. Et vous n'avez donc il n'y a aucun risque d'un salafisme catholique, ça ne peut pas exister. Vous voyez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être littéral quand vous êtes catholique. Vous ne pouvez pas l'être. C'est impossible. Vous voyez, alors que vous n'avez pas du tout la même chose dans l'islam, et notamment parce que vous n'avez pas du tout la même appréciation de ce qu'est la création. C'est en fait pour un catholique la création c'est bon. En fait, la création, de toute façon, c'est bon tout court. Les Grecs nous l'ont expliqué, sauf à des exceptions. Et ce qui est bon, par contre, c'est ce qui va au-delà de la création. C'est-à-dire Dieu a créé, qui crée la création, l'homme dans cette création, qui a une finalité qui se situe en dehors de la création, qui est l'union à Dieu incréé après la mort. Ça sous-entend que Dieu peut se communiquer à l'homme, d'abord par l'intelligence dans la révélation hébraïque, puis directement par l'incarnation du Christ, et que cette incarnation, elle n'est pas seulement un fait exemplaire extérieur à l'homme, ou qui s'adresse encore une fois à son intelligence, mais qu'elle est un fait anthropologique majeur qui récapitule et qui change toute la nature humaine en lui donnant la potentialité de s'assompter, c'est de devenir plus qu'elle est naturellement, ça s'appelle la surnature alliée à la nature, et que ça se transmet par les sacrements qu'a donné le Christ. Et tout ça entremêlé fait que la nature, ça forcément c'est bon. C'est insuffisamment bon, ou c'est pas tout ce qui est bon, ou c'est pas le maximum du bon, mais c'est bon. Et vous n'avez pas du tout la même conception métaphysique en islam. Et je précise aussi un point. Qu'est-ce qu'on a de commun avec l'islam? C'est pas compliqué. Un Dieu créateur avec une création qui est distincte. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes d'accord. Et il y a des choses dans cette création qu'on appelle des hommes et des femmes. Et ça s'arrête là. Ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est l'amour, si tant est qu'il soit possible, ce qu'est la vie humaine, ce que doit être une société, etc. Là-dessus, il y a irréductibilité de divergence. Vous voyez? Et il faut le rappeler. Nous n'avons, en dehors de ces petits prédicats métaphysiques, fonciers, pas grand-chose de commun. Voilà. Parce que, on le disait en préambule, la question de l'homme, c'est la question du devenir de l'homme. Et le politique, c'est au service du devenir de l'homme. Et quand vous avez un politique, un système, que ce soit étatique ou supra-étatique, comme aujourd'hui, qui a un projet qui est contraire au devenir véritable de l'homme, évidemment, ça fait des ravages. Voilà. Et c'est aussi vous avez des différences entre de conception anthropologique et entre
le naturel, le surnaturel, la matérialité, Dieu, etc. Enfin, évidemment, ça peut pas être, c'est très dissemblable, quoi, voilà. Et encore une fois, c'est tout à fait à la base de l'analyse, hein. Le rapport à Dieu n'est pas le même dans l'islam et le christianisme. L'islam nie la possibilité d'aimer Dieu comme un ami, donc nie l'incarnation, puisque s'il s'est abaissé vers nous, Bien sûr. du coup l'islam considère Dieu comme grand, du coup l'homme a autorité sur la femme plus petite. Parce qu'il y a un rapport, Oui, hein. oui. Tout cela est lié, comme vous l'avez dit au début. Oui. Chez nous, pourquoi est-ce que la femme est égale en droit à l'homme? Parce que Dieu a fait de l'humanité son Ouais. égal en s'incarnant. Voilà, quelque chose comme Oui, ça. et ceci dit, ça n'empêche pas que dans une famille, vous ayez un chef de famille et que le chef de famille, ce soit l'homme, Oui, comme principe, tout vous à voyez, fait. et que Comme le la Christ est le chef démocratie de interne au l'Église. ménage, pardon? Comme le Christ est le chef de l'Église, absolument. Oui, comme le Christ est chef de l'Église, et que la démocratie interne au ménage et en général le primat que la femme a sur un certain nombre d'affaires qui soient à la fois internes et externes au ménage, ça n'oblitère pas l'autorité, au moins symbolique, si ce n'est effective sur un certain nombre de questions, de l'homme. Vous voyez, parce que la virilité, ça va de pair, ou la masculinité, ça va de pair avec une femme qui a compris que certaines prérogatives, c'était celles de l'homme. C'est comme la galanterie. En fait, vous êtes galant avec une femme qui a compris que certains trucs, c'était l'homme. Vous voyez, la protection, par exemple. Si vous avez une femme qui veut se passer de protection, ou elle n'aura pas la galanterie. Vous voyez, quand vous avez des féministes qui exigent la galanterie, c'est complètement, c'est antinomique. Et donc, il peut y avoir une égalité de fait anthropologique en dignité, et en même temps avoir une différence de rôle qui, sous un certain rapport, met une hiérarchie. Vous voyez, et c'est plutôt, je ne sais pas si monsieur travaille et que madame s'occupe des enfants, c'est plutôt madame qui a la main sur l'éducation. Et on ne voit pas des cohortes de messieurs aller pleurnicher pour dire nous voulons aussi l'égalité stricte dans les domaines d'éducation. Mais il y a certaines prérogatives qui sont celles de l'homme, où il a la hiérarchie, la prééminence sur sa femme ou sur ses enfants même. Voilà. Ça, c'est un truc que l'époque, c'est très lié aussi à la question du genre, à la fluidité, à la liquidité, à l'informe, à la massification anonymisante. C'est le refus et la haine de l'ordre et de la hiérarchie. Vous voyez? Tout à Bon, fait. alors, et l'ordre, c'est l'ordre des choses, l'ordre de la nature. Et l'ordre que l'homme peut créer, il est bon dans la mesure où il est conforme à l'ordre de la nature. Vous voyez? Et quand vous créez des ordres a priori qui sont non conformes à l'ordre de la nature, euh, là vous avez un problème, enfin, c'est invivable littéralement, et la vie sans ordre, c'est invivable aussi, c'est la vie liquide moderne, c'est la vie informe, c'est la termitière, c'est ce qu'on commence à vivre de plus en plus aujourd'hui qui est si pénible. Voilà. L'ordre, c'est une bonne chose, et il y a des hiérarchies dans la vie, il y a des gens qui sont supérieurs et il y a des gens qui sont inférieurs. En devenir, ils ne le sont pas en dignité ou en point de départ, mais vous êtes ce que vous êtes conformément à ce que vous devenez aussi et à la bonté de ce que vous devenez. Alors là, évidemment, cette bonté, comme on l'a dit, on retombe sur la question de la finalité de la vie humaine, du sens de la vie humaine. Vous voyez, et tout ça, ça fonctionne ensemble, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose, parce que je vois qu'on a atteint Oui. une heure, plus d'une heure, quelque chose que vous avez pas assez développé, que vous voudriez développer avant de se quitter? Et vous, Arnaud Dumouche, parce que j'ai beaucoup parlé. Et On non, avait non, non, cette non, non, moi je discussion à suis deux. tout à fait d'accord avec ça. Il y a rien à dire. Voilà, finalement, on peut en revenir à une chose qui est tout à fait simple. Le réel, c'est le maître en philosophie, Tout à et fait. c'est par la théologie, la révélation, que l'on comprend la finalité de l'homme. À partir de là, tout reprend sa place. Mais quand il n'y a plus que, eh bien, être heureux maintenant en urgence avant que n'arrive la mort, ça donne ça, des Tout à folies. fait. Et puis, comme je vous dis, la prochaine idéologie sera peut-être l'antispécisme, avec des bouchers qui seront assassinés, des choses comme ça. On peut s'y attendre. On peut s'y attendre peut-être. En tout cas, tout ça est rappelé dans L'homme intégral, la notion de finalité de l'homme et de la vie humaine, et puis voilà, le rôle des vertus pour devenir pleinement ce qu'on doit devenir, et ça c'est toujours au service de quelqu'un d'autre, hein, une épouse, la société, le plus grand nombre, etc. Le rôle fondamental, vous l'avez dit, de la révélation qui donne le sens de la vie humaine, et aussi, pour faire un dernier rappel, sachez que dans l'histoire humaine, jamais rien n'est perdu, et que le catholicisme, qui est une immense et grande doctrine, qui est capable d'édifier les hommes à partir de ce qu'ils sont pour en faire devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, peut faire la même chose avec les sociétés, les pays, des contrées. Il l'a démontré par le passé et rien n'est absolument perdu. Apprenez à connaître cette doctrine-là. J'essaie d'en faire quelques rappels dans L'homme intégral, mais Oui, oui. connaissez le catholicisme et dites-vous que c'est par sa sagesse et par sa puissance, très certainement, en dépit des temps troubles que nous traversons aujourd'hui, une doctrine d'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup, hein, Greg. Merci.
Merci. Alors voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là, hein, Parfait. et ça a été très profond. Merci, monsieur Dumouche, pour votre